Nous allons passer maintenant la parole à Nicolas Dupont-Aignan qui va nous tenir des propos de conclusion. Vous ne partirez pas immédiatement car nous avons un certain nombre de messages à vous communiquer venus d'outre-Manche. Alors la tâche est difficile parce que tout a été dit de manière remarquable. Et moi je veux d'abord remercier tous les intervenants. Francis Choisel, qui a été persévérant et qui a organisé ce beau rassemblement. Je veux remercier Roland, bien sûr, Roland Hureau. Tous les deux ont sauvé l'honneur de l'Assemblée nationale en ce jour du 6 juin. Et puis je veux remercier, bien évidemment, nos amis britanniques, John Lowlang et Paul Thompson, qui nous ont fait, qui nous ont oxygénés. Jean-Luc Gréau, qui est toujours lucide, et puis bien évidemment Serge Federbusch et Dominique Jamais. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans toutes ces prises de parole, c'est que chacun a sa personnalité, chacun a son histoire, chacun a ses convictions, elles ne sont pas identiques. Mais nous sommes les mêmes amoureux de la liberté. Et on ne peut pas dissocier la liberté de la France de la liberté de l'Angleterre. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, parce que répéter les mêmes choses serait lassant. Et j'imagine qu'il y a quelques questions et que Roland, en plus, veut nous faire part de messages d'autorités britanniques qui nous soutiennent dans ce combat. Moi, ce que je veux simplement vous dire aujourd'hui, c'est que nous sommes vraiment à un moment historique. Nous sommes à un moment historique, pas seulement parce que les Britanniques votent, mais parce qu'on prend conscience, enfin, quand je dis on, nous on a pris conscience depuis 20 ans de ça, mais nos concitoyens prennent conscience enfin du piège dans lequel les ont mis nos dirigeants. Et je parlerai des dirigeants français, pardonnez-moi, chers amis britanniques. C'est un peu comme une corde qu'on nous met autour du cou. Elle était lâche. Donc les gens n'ont pas vu qu'on pouvait après la serrer. La corde a été mise autour du cou de la France, et puis maintenant on voit les autorités serrer la corde et étouffer le pays. C'est un moment historique parce que, soyons clairs, si les Britanniques ne gagnent pas ce référendum, c'est-à-dire si le Brexit ne l'emporte pas, nous allons perdre beaucoup de temps. Alors que si le Brexit l'emporte, je suis convaincu que cela va hâter la fin de ce système de l'Union européenne. Nous sommes à un moment décisif parce que les dirigeants européens qui nous imposent cette Union européenne dictatoriale sont prêts à passer à l'acte pour serrer définitivement le nœud coulant autour du cou des nations. Tout est prêt. Tout est prêt. La conjonction d'une élection présidentielle en France qui verrait par malheur, et j'emploie le conditionnel volontairement, l'emporter des fédéralistes, qu'ils s'appellent Hollande, Sarkozy, Juppé, Fillon, Le Maire et autres, des fédéralistes qui se verraient avoir les mains libres pendant 5 ans pour négocier avec l'Allemagne un traité scélérat qui nous enfermerait définitivement et qui signerait, comme l'a très bien dit Jean-Luc Gréau, la fin de l'État, c'est-à-dire de la souveraineté intérieure, après avoir déjà tué la souveraineté extérieure, serait terrible. Or, tout est prêt dans les cartons. Il faut le savoir. Ils sont comme des gros chats qui dorment pour ne pas effrayer l'opinion. Mais on sait très bien ce qui menace. Et on le voit d'ailleurs très bien à leur impudence, à leur culot incroyable sur la Turquie. Quand on voit que c'est Angela Merkel qui a été négociée, sans que François Hollande soit même quasiment informé. Un accord honteux et dramatique avec le président Erdogan, qui, je vous le rappelle, libère les visas, supprime les visas et libère les flux de 80 millions de Turcs. 80 millions, je ne parle pas des turcophones, et vous savez que les passeports turcs sont donnés aux turcophones. Cela veut dire un poids migratoire considérable. C'est là. Et on endort l'opinion en disant ça ne sera pas le 1er juillet, mais ce sera le 1er octobre. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Je pourrais parler aussi du traité transatlantique qui va ruiner nos terroirs, nos traditions, ce qui fait la France, qui est dans les tuyaux. Et on nous dit partout, n'en parlons pas avant 2017, il ne faut pas en faire un sujet. Parce qu'une fois passée l'élection présidentielle, on aura les mains libres. Voilà ce qu'ils disent. Tu as parlé, Jean-Luc, vous avez parlé, Jean-Luc, pardonnez-moi, du traité
du déménagement de l'autorité financière, qui est déjà déménagée dans l'esprit, mais qui serait définitivement transférée à Bruxelles et à Berlin. Donc l'heure est très grave, et il reste peu de temps. Je me méfie un peu, soyons francs, des discours qui considèrent que finalement, comme nous aurions intellectuellement raison, les faits allaient obligatoirement nous donner raison ensuite et que nous gagnerions automatiquement la bataille parce que l'Union européenne est catastrophique et donc elle va s'effondrer. Écoutez les amis, oui, bien sûr, si on raisonne à l'échelle du temps. Mais dans quel état sera la France et dans combien de décennies et de siècles? Alors moi, je vous le dis très clairement, je ne crois pas du tout à ce type de raisonnement, si ce n'est à long terme, mais nous sommes responsables du court terme et du moyen terme. Et donc, je crois que nous devons beaucoup plus nous mobiliser pour faire prendre conscience à nos concitoyens que c'est leur liberté d'individu, leur liberté de Français, leur liberté de Britannique qui est en cause. Et que des dirigeants européens, se sachant minoritaires, puisque tous les référendums sont perdus par eux, sont tentés d'accélérer. Sont tentés d'accélérer parce que justement, ils savent que s'ils laissent du temps à la réflexion des peuples, eh bien, ils perdront la bataille. Et donc, vous verrez qu'ils nous préparent un coup de force. D'où l'importance de deux événements. Le premier, c'est ce référendum britannique. Et le deuxième, c'est l'élection présidentielle française. Car je crois que ce système de l'Union européenne ne pourra être démoli que par l'Angleterre ou la France. Je ne vois aucune autre nation, sachant que la Russie n'est pas dedans malheureusement, et comme le disait très bien, je ne sais plus si c'est John Lollang ou c'est John Lollang, il n'y a que trois vraies puissances, la France, l'Angleterre et la Russie, sachant que l'Allemagne en est une autre, mais d'une autre nature. Et on voit très bien que ces deux échéances sont très rapprochées et fondamentales. Ce que je voudrais dire ensuite, c'est qu'il nous faut aussi faire de la politique en France. Les Français ne sont pas des Britanniques. C'est ainsi. Les Français vivent depuis des années dans la manipulation des esprits. Je lisais le journal, ce torchon, mais que malheureusement tout le monde lit, en France, qui était sur la table et qu'avait Jacques Miard à côté de moi, et un bel article, entre guillemets, sur Bruxelles se prépare à un long divorce. Et il y avait dans cet article deux contre-vérités extravagantes qui montrent bien la désinformation qui règne. À un moment, je le cite, « Des milliers de détails devront être réglés, surtout par Londres. Combler le manque à gagner pour les agriculteurs britanniques, les laboratoires de recherche, etc., une fois l'argent de l'UE tari. » C'est exactement comme dans les débats où en France, l'inénarrable M. Belin, qui tue l'agriculture française à la tête de la FNSEA, explique aux agriculteurs français que sans l'Union européenne et l'argent de l'Union européenne, il n'y aurait plus d'agriculture française. Sauf que le solde net, c'est-à-dire la contribution nette de la France à l'Union européenne, est de 8 milliards d'euros. Il en est de même de vous. Donc l'argent ne sera pas tari à Londres. Mais faut-il mentir à ce point dans une véritable torchon de propagande de Cécile Ducourtieu, qui finit d'ailleurs l'article. L'article, c'est extravagant. Et si les Britanniques votent pour rester? Sait-on jamais. Espérance de cette journaliste. Bruxelles poussera un très gros ouf de soulagement, écoutez ça, espérant reprendre le cours de son fonctionnement comme s'il ne s'était rien passé. C'est extravagant. C'est extravagant. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, en cette conclusion, puisque je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est que le combat politique, nous devons le mener. Ce n'est pas un combat intellectuel, c'est un combat politique. Et je voudrais que l'on puisse dire à nos concitoyens trois choses. Et je conclurai là-dessus. La première, c'est que ce n'est pas un référendum pour ou contre l'Europe. J'en ai assez qu'on assimile l'Union européenne à l'Europe, car l'Union européenne défigure l'idée européenne de coopération et de paix entre les peuples. L'Union européenne n'a rien à voir avec l'Europe. Et c'est parce que
l'Union européenne et ses dirigeants, ses lobbies, ses puissances instrumentalisent l'idée de l'Europe après des siècles de guerre, après 2 tragédies de 2 grandes guerres mondiales, dont les Français ont souffert dans leur chair. Cette manipulation des esprits permet de faire avaler une nouvelle dictature. Et je crois qu'à tous les moments, partout où nous intervenons, nous devons à tout prix répéter. Mais l'Europe, c'est un continent. L'Europe, à la rigueur, pourquoi pas, ce pourrait être un esprit de réconciliation entre les peuples. Et d'ailleurs, vous l'aviez tout à fait raison. C'est pas l'Europe, l'Union européenne qui a créé, ou la CE qui a créé la paix, c'est l'inverse. C'est que les institutions européennes ont été la conséquence de démarches de paix. On n'a rien à voir, bien évidemment. Mais je crois qu'il faut rassurer nos concitoyens qui ont été meurtris par les 2 guerres mondiales, notre pays est couvert de ces cimetières, qui ont été envahis, à la différence de la Grande-Bretagne, qui est une île, et ça, personne ne sera surpris de cette affirmation. Bref, ce n'est pas la même chose. Et je crois que nous devons avoir un discours qui prend en compte les inquiétudes, les traumatismes de notre pays. Oui, l'Europe, pourquoi pas, si c'est l'Europe des coopérations entre des nations libres qui veulent vivre ensemble comme des individus dans une même famille, ne renient pas leur propre personnalité pour pouvoir vivre sous un même toit. Or, je vais pas revenir dessus, vous le savez, l'Union européenne est la fin de l'Europe, et la destruction de l'Europe, et le retour des haines, des rejets, des nationalismes. Parce que justement, l'Union européenne veut tuer les patries. Et je reviens toujours à cette phrase finalement la plus simple possible, et la plus drôle si ce n'était tragique, celle du général de Gaulle qui disait « On ne fait pas des omelettes avec des œufs durs ». Et c'est exactement ce que fait l'Union européenne. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'elle écrase les œufs. Elle les nie, elle détruit les nations, volontairement. Et tout ce qui est fait depuis maintenant une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est la destruction planifiée, systématique des nations, avec des succès, dans le lavage des cerveaux de nos concitoyens, d'où l'importance de nos combats. Le deuxième point fondamental, c'est que ce n'est pas un débat pour ou contre l'Europe, c'est le débat pour ou contre la démocratie. C'est le point clé. Et les Anglais constituent quand même la première démocratie d'Europe et nous ont donné toujours des leçons. Et à ce titre, ce n'est pas étonnant que ce soit eux qui votent en premier. Je crois qu'il faut les applaudir pour cela. Le deuxième point que je voudrais soulever ce soir en conclusion, c'est bien sûr que ce ne sera pas l'apocalypse et qu'il faut rassurer nos concitoyens. Et il faut les rassurer non pas en reprenant nos arguments éternels, mais en montrant simplement le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est ce que la Norvège vit dans l'apocalypse? Est-ce que la Suisse vit dans la pauvreté? Pas seulement dans les pays d'Europe, mais bien évidemment hors l'Europe. En vérité, il faut inverser la charge de la preuve. Les modernes, ce ne sont pas eux. Ils se croient modernes, mais ils nous font l'Europe du XXe siècle, des grands ensembles continentaux qui ne marchent pas. Et si vous regardez la mondialisation telle qu'elle est, et c'est Nigel Farage qui m'en parlait un jour il y a quelques années, et qui me disait, à la différence de vous, Français, nous avons compris ce qu'est la mondialisation. Les grands ensembles manquent d'agilité. L'ère de la mondialisation, c'est l'ère des réseaux et de la rapidité. Et pour fonctionner en réseau et de manière rapide, on n'a pas besoin de rechercher l'accord du plus grand nombre. Ce n'est pas au poids, c'est à l'intelligence. Et dans la mondialisation, l'Angleterre peut s'en sortir très bien. Comme Singapour, 5 millions d'habitants s'en sortent très bien. 3e niveau de vol mondial. Comme la France, contrairement à ce qu'on nous répète à longueur de journée, peut s'en sortir très bien. Je me souviendrai toujours de l'inénarrable M. Raffarin, dans une émission de télévision, qui m'expliquait sur la Chine, mon pauvre Nicolas, tu veux une France indépendante, mais comment crois-tu que nous pouvions lutter contre la Chine sans être unis avec nos amis européens? Et je lui ai répondu à l'époque, mais je ne comprends pas, cela voudrait dire que toutes les puissances qui ont moins d'habitants que la Chine doivent fermer boutique. Cela veut dire que face à Hitler, nous devions arrêter. Mais c'est absurde. Mais ce raisonnement stupide, répété à longueur de temps,
renforce la lâcheté, la faiblesse, l'esprit de résignation. Et notre pays, 6e puissance mondiale ou 5e puissance mondiale, ne peut pas accepter de fermer boutique comme cela. J'étais à Caen il n'y a pas si longtemps et je voyais à la sortie d'une réunion publique, nous étions dans un restaurant, je voyais les photos de Caen détruites à la Libération. Et je me disais en partant en voiture, comment se fait-il que nos grands-parents aient eu la force de reconstruire la France, un pays à bout de souffle où il n'y avait rien, et qu'aujourd'hui, empâté, notre pays, 5e puissance mondiale, est démissionné. C'est ahurissant de voir ça, de réfléchir à ça. Nous avons tout pour réussir. Et j'en viens à ma 3e remarque que je veux dire aux Français. Nous devons bien évidemment dire à nos concitoyens que ce ne sera pas la catastrophe. Mais au-delà de ça, je crois que le défaut des souverainistes, et je le dis comme je le pense, notre défaut, je me mets dedans, c'est de ne pas avoir contre-attaqué pour présenter une offre alternative politique, notamment en matière européenne. Et je remercie à cet égard, parce que je le relisais ce week-end en réfléchissant à mon propos conclusif d'aujourd'hui, le travail de M. Robatel et de beaucoup d'autres, de Roland Hureau et d'autres, ce traité alternatif. Je ne crois pas que les Français soient des Britanniques, je crois que les Français sont des continentaux et ont besoin de se sentir aussi dans une coopération d'État. Et c'est pourquoi je pense que notre devoir, en tout cas je le ferai à l'élection présidentielle, est de présenter une voie alternative. Car nos concitoyens ont compris l'échec de l'Union européenne. Simplement, ils ne veulent pas lâcher la proie pour l'ombre. Ils veulent savoir où l'on va, comment, avec quelle méthodologie et quel programme. Et c'est tout l'enjeu des prochains mois. Une autre Europe est possible, non pas pour se sentir prisonnier, mais pour simplement dire à nos concitoyens, nous avons un autre chemin possible. Et cet autre chemin, vous le connaissez. C'est l'Europe des nations libres et des projets concrets. Europe des nations libres, cela veut dire quoi? Cela veut dire, et là je réponds par avance à Jean-Luc Gréau, il ne s'agit pas simplement de négocier la fin des travailleurs détachés, la fin de Schengen et un peu plus de capacité d'intervention en matière industrielle. Il n'y aura pas de demi-mesure. Il faut renégocier tous les traités européens. Il faut sortir définitivement de ce piège. Et je n'emploie pas le mot « sortie de l'Europe » car je le trouve anxiogène et absurde. Nous n'allons pas déménager la France du continent européen. En revanche, nous devons renégocier tous les traités. Revenir à l'esprit gaullien de l'Europe, des nations et des projets. Cela veut dire très précisément 2 axes, 2 mouvements. Un premier mouvement pour rendre aux nations leur souveraineté, c'est-à-dire leurs lois. Le système juridique national doit l'emporter dorénavant à nouveau sur le système européen qui nous a rendus prisonniers. Nos frontières, car il n'y a pas de nation libre qui ne contrôle qui a le droit de rentrer chez elle ou non. Le budget, car c'est l'essence de l'État depuis Philippe Auguste, et bien évidemment la monnaie. Ces 4 éléments de la souveraineté ne sont pas négociables, parce qu'il n'y a pas de nation libre, donc démocratique, sans la maîtrise de ces leviers du pouvoir, qui donnent la légitimité à ceux qui exercent les responsabilités. Mouvement pour rendre aux nations leur liberté et leur démocratie. Mais parallèlement, et c'est là, je crois, où on ne le fait pas assez, où on ne l'exprime pas assez, un autre mouvement pour bâtir des coopérations fortes avec nos voisins et partenaires, dans des domaines vitaux, pour que le continent européen, oui, pèse dans la mondialisation. Car l'argument de faux bon sens dont parlait Raffarin peut aussi être compris d'une autre façon, et ce que comprennent nos concitoyens, qui voient bien par exemple que face à la puissance chinoise ou américaine, il y a besoin de coopération. Et ce qu'on a réussi avec Airbus, qui n'a rien à voir avec la construction européenne, vous le savez bien, ou avec Ariane, pourquoi n'aurions-nous pas, nous, l'audace, nous, souverainistes, et là j'assume le mot, de proposer à nos partenaires de grands projets qui fassent que l'Europe, et donc la France, pèsent
dans le monde de demain. Et je pense à quelques enjeux fondamentaux. Le premier, c'est bien sûr celui du développement de l'Afrique. Parce qu'on ne traitera pas la question migratoire si on ne règle pas la question majeure du développement africain, ce continent qui va voir doubler sa population d'ici 2050. Tout le reste est littérature. Deuxième point, par exemple, la lutte contre le cancer. Car pourquoi avons-nous réussi à fabriquer un avion leader qui a pu concurrencer Boeing et ne sommes pas capables de vaincre cette maladie en remettant le contrôle sur les laboratoires pharmaceutiques qui aujourd'hui se moquent des États et des peuples? Pourquoi aussi l'énergie propre, le panneau solaire de demain, la voiture propre, les ADN, etc. 15 grands chantiers technologiques et scientifiques qui permettraient aux Français de voir que nous avons non pas simplement un projet pour rendre à la nation sa liberté, mais pour projeter la nation française et ses collègues dans le futur. Et c'est là, je crois, où nous devons reprendre l'offensive. Et je terminerai là-dessus. Car quel est le projet scientifique, industriel qui a fonctionné depuis 30 ans par ces chers eurocrates, européistes, chers au sens coûteux, lequel aucun n'a abouti. Aucun n'a abouti. Et donc il faut inverser la charge de la preuve. Ce sont eux qui signent la mort du continent européen. Ce sont eux qui nous enferment dans l'appauvrissement, dans la division et dans la guerre. Et c'est là où je pense que nous aurons franchi un énorme stade si nous pouvons prouver à nos concitoyens que les vrais modernes, entre guillemets, ce sont nous, que nous avons la capacité de projeter l'Europe dans un autre avenir. Et cela, bien sûr, passe par des coopérations à la carte, à 3, 4, 5, 6 pays, et jamais par un système uniforme et bureaucratique, comme Serge Federbusch le disait. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on doive opposer libéralisme et État stratège. Ce sont au contraire deux faces d'une même pièce. On peut avoir un État stratège et des mécanismes libéraux qui forment le dynamisme d'un pays. Je ne vois pas là où il y a ambiguïté. En tout cas, je suis absolument convaincu que nous serons beaucoup plus crédibles dans notre dénonciation de l'Union européenne si nous sommes capables de présenter à nos concitoyens la liberté de la nation et le renforcement des pays d'Europe autour de beaux projets. En tout cas, merci à vous tous pour ce beau colloque.